Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la suite des notations pilotes, toujours concernant le Grand Prix de Miami qui s'est déroulé le week-end dernier, avec cette fois-ci la partie course que vous attendez très particulièrement au vu des événements qui se sont déroulés durant la course, même si ça n'a pas vraiment été montré à la télé, hein, merci la direction de course. Bref, j'ai fait une modification pour les formats sprint suite à un commentaire plutôt intelligent, vraiment. C'est 5 points pour la qualification, 5 points pour le sprint, ce qui nous donnera une note sur 10 de qualification, puisque ça forme la grille de la course, tout simplement. Donc j'ai modifié ça, j'ai fait réapparaître la note moyenne du total, et donc de ce fait, réagencer en fonction des pilotes qui ont eu des abandons dans les cases grises, comme vous pouvez le voir, et rediviser ça correctement. On verra ça un petit peu plus tard du coup. Et on va s'intéresser du coup à cette course avec l'ordre établi, Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Russell, Hamilton, Bottas, Ocon, Albon, Stroll, Alonso, Tsunoda, Ricciardo, Latifi, Schumacher et les abandons Magnussen, Vettel, Gasly, Norris et Guan Yu Zhou. Alors Guan Yu Zhou, je lui ai mis un abandon parce que c'était au début de course, le pauvre il est plus rien. Pour les autres, ils sont plus ou moins fautifs et en plus ils ont parcouru quand même une bonne dose de course, donc on va quand même les noter. On va commencer avec Lando Norris, auquel je décerne un 4 sur 10. Pour quelle raison? Parce que honnêtement, pour moi c'est lui le fautif sur l'accrochage avec Gasly. On est d'accord, Gasly a eu des problèmes suite avec son accrochage avec Alonso, la voiture répondait pas bien, il avait du mal à tourner, et il était à la radio avec son équipe, et honnêtement, voilà, continuer de faire la course comme ça, c'était un petit peu difficile. Sauf que Lando Norris, de par deux choses, de un, il a été averti à la radio par son équipe que Pierre Gasly avait des problèmes, et que du coup il allait abandonner, et de ce fait qu'il allait gagner la position. Deuxièmement, il y a énormément de place sur la gauche de Lando Norris quand vous regardez sa caméra de devant ou de derrière. Il y a genre encore une monoplace et demie en fait. Il pouvait passer largement sans problème à côté de Gasly en fait, sachant d'autant plus que tu sais que le mec a des problèmes sur sa monoplace, donc tu sais qu'il va abandonner, c'est pas pour rien, s'il n'arrive pas à tourner, bah, tu prends des précautions. Et pour moi, bah, il les a pas prises, hein. Et donc, honnêtement, son début de course, on peut en parler vite fait. Je sais pas ce que c'était qui me traînait dans la bouche. Mais bah, c'était un début de course assez classique. Il n'avait pas le rythme de l'Alpine, de la McLaren ou des Mercedes devant lui. Il faisait son taf. La stratégie de course l'a amené derrière un train de DRS après son arrêt au stand. Donc les Williams, les Aston Martin, les Haas qui se sont bataillés durement. Mais bah, il n'a pas non plus été super agressif. Il savait qu'il devait garder son temps pour faire un très long relais sur ses pneumatiques hard. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a bien géré ça. Et il s'accroche bêtement, pour moi, par sa faute avec Gasly, alors qu'il aurait jamais dû s'accrocher là. Donc malheureusement, un petit 4 en dessous de la moyenne pour Lando Norris. Ça arrive. Ça, voilà, on peut pas être fort à toutes les courses. On peut pas faire des exploits à toutes les courses non plus. Pierre Gasly, bah, il a fait un départ, il était devant Alonso, il l'a gardé devant lui, alors qu'on voyait qu'apparemment Alonso avait peut-être plus de rythme que lui. Il a réussi à le garder derrière pendant tout le premier relais. Au niveau du deuxième relais, donc il a fait un relais un tout petit peu plus long qu'Alonso et il est quand même ressorti devant parce que le tour de sortie d'Alonso était pas très bon non plus. Et au deuxième relais, bah, encore une fois, un rythme similaire, un petit peu plus lent parce qu'il finissait par se faire attraper par Alonso. Donc je lui ai mis un 7. Il faisait sa course. Bon, malheureusement, Alonso a mis fin à son destin. J'ai regardé l'onboard d'Alonso pour le crash, 100% Alonso fautif, aucun problème. Au niveau du point de freinage, il y a encore genre deux monoplaces ennemies de différence entre Gasly et Alonso. Genre c'est Alonso qui se jette comme ça à la corde d'un freinage super loin. Gasly il tourne parce que pour lui c'était genre vraiment trop loin. Il tourne, Alonso le tape. Et après, ce qui amène la perte de position sur Stroll, ce qui amène les problèmes sur sa voiture petit à petit, peut-être genre une petite fêlure sur une suspension, c'est pas trop. Mais donc finalement, il finit par abandonner parce que sa direction, son axe de direction foire un peu. Donc voilà, bon, une course correcte jusqu'à bah, finalement son abandon par un autre pilote. Vettel, alors là c'est difficile parce que j'étais sur le enflammé, hein. Je trouve que Vettel a fait une course incroyable. J'étais prêt à lui mettre un 9, tu vois. Un 9 jusqu'à son crash avec Schumacher dont on va parler également. Donc je lui ai mis un 4,5. Ouais, ça pique, hein, du coup c'est... Oh, oh, allez, je le monte à 5 parce que non, c'est le petit coup de cœur.
Franchement, il a bataillé dur. Bataillé dur, il a réussi à passer dans tous les bons coups, il a essayé de flairer les petits accrochages entre les autres. Hop, il en profite, il passe. D'ailleurs, même à la fin, avec Ocon et Schumacher, il en profite, il passe. Hyper opportuniste. De belles batailles, il est resté fair play, très propre. Ce qu'on peut pas dire le cas aussi non plus de Magnussen, tout ça. Avec Stroll, ça s'est bien tiré la bourre, hein, quand même. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo top 10 on-board sur la chaîne officielle F1, bien évidemment. En l'occurrence, je lui mets la moyenne, parce que franchement, c'est un très bon début de course, mais pour l'accident, eh ben, il est aussi fautif. Je sais, ça vous choque, mais je vous explique. Les gens vont dire, c'est pas normal, Alonso, il freine tard, il tape dans Gasly, il prend 5 secondes de pénalité, alors que Schumacher, il freine tard, il tape dans Vettel, et il prend pas 5 secondes de pénalité. Le seul point en commun entre ces deux accidents, c'est que ça se passe au virage 1, c'est tout, hein. Cherchez pas, il n'y a pas plus loin. La différence, c'est que si vous regardez sur l'image de Schumacher, au niveau du point de freinage, lui, il a déjà pris l'aspiration de super loin, il a déboîté, et il y a à peine une monoplace de différence quand il va aller tenter de jouer le freinage. Je rappelle, il y avait 2 monoplaces et demie au niveau de la distance entre Gasly et Alonso. Donc là, il y a genre une monoplace, donc il prend le freinage, il freine, mais il se propulse pas assez, Schumacher. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait dû vraiment freiner tardivement, se porter à hauteur de Vettel pour qu'il puisse le voir, et poursuivre son freinage assez loin et l'emmener comme ça. Mais il l'a pas fait, Schumacher. Hein. Schumacher, il a pas fait ça. Il a freiné, on va dire, avec la même intensité que Vettel. Donc les deux ont gardé leur position. Et puis il a commencé à lever le pied en approchant de la corde. Donc Vettel l'a pas vu. Et si vous regardez l'onboard de Vettel, là où c'est de sa faute, c'est qu'au début de l'enchaînement qui amène sur la ligne de départ, il regarde dans ses rétros. Où est Ocon, machin, il dit c'est bon, j'ai pris les 2 positions. Il regarde à nouveau dans les rétros, il regarde dans les rétros. Et là, il arrive à la moitié de la ligne droite et il regarde plus dans ses rétros. Et en fait, c'est à partir de la moitié de la ligne droite où en fait, Mick Schumacher a un sacré élan avec le DRS et il déboîte. Et donc Vettel, après, il conduit, genre tout seul, tu vois, il conduit comme ça, il regarde plus du tout dans le rétro, il conduit, il arrive à son point de freinage, il prend son point de freinage et il tourne dans le virage. Et au moment où il tourne dans le virage, il regarde son rétro et il voit la hasse de Mick Schumacher et du coup, il se tape. Donc il n'a pas laissé de place non plus. Mais en fait, il était pas du tout alerte. Et c'est pour ça que ça a été un incident de course. Parce que, d'une part, Vettel n'a pas du tout été alerte de ce qui se passait derrière. Il n'a pas du tout regardé dans ses rétros à l'approche du point de freinage. Ce qui est pour moi un petit peu bizarre, hein, je vais être honnête. Parce que tu sais que derrière, le mec, il était juste collé à toi. Il a le DRS que toi, tu n'as pas. Donc potentiellement, voilà, il se sentait peut-être sûr en mode oh, c'est Mick Schumacher, il va pas tenter ça sur moi. Il l'a tenté, et parce que c'est des pilotes de course, il faut qu'ils tentent. Et donc voilà, il a aussi fautif un peu de son propre abandon, c'est triste, c'est dommage parce qu'il faisait une super course, il allait amener l'Aston Martin dans les points, et finalement, tu vois, c'est l'espérance, et paf, ça... si proche du but, tu vois. Donc voilà, bon, au final, ça repart avec une course, un abandon, de la casse à réparer, ça coûte cher, et en plus, pas de points pour Aston Martin. Magnussen, je lui ai mis un 3. Magnussen, je lui ai mis un 3 parce que ça a tout tenté. Hein, les batailles avec son coéquipier, les batailles avec Stroll, oh là, là, ça se tire la bourre et tout, ça se tape dans les bagnoles, etc. Ça casse de l'aileron avant. Moi, je serais Gunther Steiner, je pèterais un câble. Hein. Je pèterais un câble qu'à chaque Grand Prix, les As, elles reviennent avec des pièces pétées. Quoi. C'est pas possible. Je veux dire, t'as les 2 pilotes les plus brouillons de l'univers. Il a fallu 5 Grands Prix pour que Kevin Magnussen reprenne ses bonnes vieilles habitudes. Ou ses bonnes mauvaises habitudes, plutôt. Mais en gros, je veux dire, ça s'est tapé carrément, freinage tardif, c'est du stock car, quoi, carrément, avec Stroll, dont Stroll a sorti vainqueur, finalement. Donc voilà, j'ai mis un petit 3 à Magnussen, parce que du crash, un abandon, ça aide pas. Surtout le dernier où Stroll déboîte à l'extérieur, il retarde le freinage et il emboutit carrément Stroll sur le côté. Ça a pas de sens en fait, je pense qu'il s'est fait surprendre. Pour Mick Schumacher, je lui ai mis un 2,5. Bon, c'est typiquement même jargon que Magnussen. Je pense pas qu'il ait fait une meilleure ou une moins bonne course que Magnussen. C'est pareil, c'est brouillon. Ça s'attaque, ça défend, ça tente des moves. Il y a un move très joli sur Ricardo, on va pas se le cacher en début de Grand Prix. Mais derrière,
ce que j'aime pas, c'est ignorer la consigne d'équipe à la radio où son équipe lui dit non, tu attaques pas Magnussen, tu laisses Magnussen prendre son rythme avec ses pneus, il va gagner du rythme bientôt. Tu le laisses et tu le suis, tu le gardes, tu gardes le DRS sur lui, quoi. Et Schumacher n'a pas respecté, puisque le tour d'après, il attaque clairement Magnussen, et pendant 2-3 tours, il se bataille à s'échanger les positions, ça n'a pas de sens. Donc, enfin, je veux dire, on a des batailles, on a eu des batailles avec Alpine, mais au moment où Alpine a dit à Ocon stop, tu gardes ta position, Ocon a tout de suite arrêté d'attaquer, et le tour d'après, il se fait doubler par Bottas, mais voilà, je comprends que Schumacher veut pas perdre sa position, mais on est encore dans le même point du début. Je vous l'ai dit, c'est un peu erratique parce qu'il est tellement en mode faut que j'inscrive des points, faut que j'inscrive des points. Il a la voiture pour le faire en plus. C'est clairement une voiture qui peut aller chercher du top 10. Et en fait, ça fait des erreurs de rookie, tu vois. Mais c'en est plus un. Maintenant, ça fait un an qu'il est dans la discipline. Donc voilà. Latifi, je lui ai mis un 2,5. Alors non pas que Latifi se soit craché avec des gens, etc. Mais c'est juste qu'en fait il est inexistant sur le Grand Prix. Si Williams courait avec une seule voiture, je pense que ça choquerait personne. Honnêtement. On le voit pas. Déjà on voit pas souvent les Williams à la télé. Mais genre lui, t'es sûr qu'il est pas prêt d'être filmé. En fait, le moment où tu le vois, c'est à la limite quand le leader le dépasse en premier drapeau bleu. Mais il est loin de tout le monde, il est loin en termes de rythme. J'avais confiance en me disant, waouh, les qualifications, peut-être enfin un petit peu d'espoir, tu vois. Mais non, non, c'est assez douloureux. J'ai vu un petit peu la map hit des positions. Alors c'est un petit peu barbare dit comme ça. Finalement, c'est une genre de grille avec des couleurs. En fait, plus il y a une couleur de chaleur vive, plus le pilote a passé de temps dans cette position. Donc, si vous voulez, à la limite, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous trouver ça pour le prochain Grand Prix. Et donc, depuis le début de saison, en moyenne, la position où Latifi est, c'est 17,40. Alors que depuis le début de saison, on a un taux d'abandon assez incroyable. Depuis tous les Grands Prix, on a des abandons, des DNF, des problèmes de fiabilité, etc. Il y a toujours des abandons. T'imagines que le mec est quand même 17,40. Là où je crois qu'Albon, c'est 14 de moyenne, ou même 13 et quelques, je sais plus. C'est complètement dingue. C'est genre. C'est mauvais. Il y a 2,5, tu vois. Je veux dire, ok, il s'est pas craché, c'est tout. Ricardo, je lui ai mis un 3. Je lui ai mis un 3 parce que il a bataillé, il a vendu sa peau, il faisait une bonne course, etc. Il se fait dépasser, c'est quand même laborieux, ça manque de rythme avec la McLaren, alors que pourtant Norris, il arrive à montrer de meilleures choses que lui. La comparaison fait mal, y compris en course. Mais bon, il est resté à l'écart, il a profité de certaines choses opportunistes aussi, pour au final terminer 11e. Ce qui est tout à fait honorable, parce qu'il aurait dû récupérer la pénalité d'Alonso, puisque je rappelle qu'Alonso a pris 2 pénalités, la première en course, la deuxième après la course. Donc du coup, Alonso est passé derrière Albon avec sa pénalité. Donc ça faisait 8 et 9. Non, pardon, j'ai dit des bêtises. Avec la deuxième pénalité, Albon a pris sa position. Et le 11e a pris la position d'Alonso dans les points. Hein, c'est pour ça que vous voyez qu'Alonso, là, sur l'écran, il a fini 11e, Stroll 10e. Albon 9 et Ocon 8. Donc du coup, voilà. C'était Ricciardo qui était devant Stroll. Mais il a coupé la chicane et il s'est pris aussi 5 secondes de pénalité. Donc du coup, il a aussi perdu des positions comme Alonso après la course. Donc c'est lui qui méritait ce 1 point. Il aurait pu marquer 1 point pour McLaren. Et il l'a pas marqué. Donc c'est con. Mais c'est une qualité qui est assez rare sur un pilote. C'est l'opportunisme, le fait de pas forcément de faire de coups d'éclat, mais quand ton équipe a besoin de toi, faut ramener des points. C'est d'ailleurs ce qu'Ocon a fait, hein. C'était pas forcément flamboyant, c'était chanceux avec la safety car, mais ça ramène des points à Alpine, tu vois. Et là, aujourd'hui, le week-end passé, Ricardo pouvait être dans les points virtuellement, tout comme certains autres pilotes. Et tu te fail, quoi. Tu te fail et finalement, c'est d'autres pilotes qui ont le petit point que t'aurais pu grappiller. Voilà. Tsunoda, je lui ai mis un 4. Que dire, c'est des dents de scie, hein, Tsunoda. Hein. C'est un coup c'est performant, un coup c'est pas performant, un coup c'est... on sait pas où il est, de l'autre coup, après tu dis waouh, le mec est top 8.
Donc on n'y comprend pas, là il avait genre zéro rythme, il n'arrivait pas à faire fonctionner ses pneus, même pour accélérer il n'arrivait pas, on l'a pas vu nulle part, donc manque de rythme total pour Tsunoda, ça mérite pas la moyenne. Alonso, je lui ai mis un 2, la plus grosse déception de ce Grand Prix, vraiment. Il n'y a pas de honte à le dire. Ça fait 3 Grands Prix que je vous ai dit depuis le Grand Prix de Jeddah où il y avait des choses qui se passaient. Puis, je rappelle le Grand Prix d'Australie où je vous ai dit la manière de... En Australie, pour être honnête, Alonso doit finir dans les points. Il sort des stands, la même stratégie que Magnussen. Il est derrière Bottas et Gasly. Bottas finit 8, Gasly finit 9. Et Alonso, bah, il gère pas ses pneus, il finit dernier. Alors que Magnussen, qui s'est arrêté au stand en même temps qu'Alonso, arrive à finir la course avec les pneus. Donc en fait, s'il avait pas genre voulu être autant agressif, autant impatient, à attaquer autant, Alonso devait finir 10e et prendre un point au minimum en Australie. Parce que comme je l'ai dit, c'était Gasly, Bottas, Alonso. Et Gasly s'est foiré dans la dernière chicane d'Australie. Donc en se foirant dans la dernière chicane, Bottas a pris la place gratuitement. Si Alonso suivait Bottas en faisant de la gestion pneumatique, eh ben il aurait peut-être aussi pris la place de Gasly. Donc au pire, il pouvait marquer un point en Australie. Au mieux, avec la chance et l'erreur de Gasly, il aurait marqué 2 points pour son compteur personnel et Alpine. Ce qu'il n'a pas fait. Et depuis l'Australie, je préviens les gens, depuis Jeddah, je dis attention, Alonso, ça se voit, il conduit pas mal, mais il conduit comme un mec impatient. Et on comprend parce qu'il veut pas montrer qu'il est moins bon qu'Ocon, etc. Donc il veut briller. Mais encore une fois, à Imola, c'était pareil. Je veux dire, à Imola, il est top 5, il perd 4 places au sprint. Au niveau de la course, il fait un mauvais départ et il se fait taper par Schumacher parce qu'il laisse la porte ouverte. Donc Schumacher, il se dit, bah, la porte est ouverte, hein, je m'engouffre derrière Russell. Il s'engouffre derrière Russell, il perd le contrôle de sa voiture, il tape Alonso. Mais parce que Alonso lui laisse aussi la porte ouverte. Et la rebelote, je maintiens que ça continue à Miami. Et là, bah, tout le monde l'a vu aux yeux du monde entier. Alonso conduit de manière trop agressive et trop impatient, quoi. Ça se sent à la radio, ça se sent dans ses déclarations, le fait qu'il freine, mais tellement loin. Alors je dis pas qu'il a pas été... les gens vont dire oui, mais il a perdu 3 secondes dans l'arrêt au stand. Oui, il fait un arrêt au stand de 5 secondes 7. L'arrêt moyen, c'est 3 secondes. Donc il perd 2 secondes 7 dans les stands. On est d'accord, c'est pas de sa faute, il y peut rien, mais je le juge pas là-dessus, hein. C'est juste que de toute façon, quand il sort des stands, bah, il est à 4 secondes 5 ou 5 secondes de Gasly. Donc même si tu enlèves 2 secondes 7, il aurait été à 2 secondes 5 de Gasly. Donc l'undercut, il a fait un mauvais outlap pour réussir quelque chose de correct. Donc, dans tous les cas, il n'aurait pas dépassé Gasly au niveau de l'arrêt au stand. Et encore une fois, bah, il aurait fallu build avec de la patience, parce que justement, la gestion pneumatique, elle devait être faite. Donc au début, il faut attendre, tu gères tes pneus, et petit à petit, il a fait un bon taf, il a rattrapé Gasly avec un rythme légèrement supérieur sur le nombre de tours. Ça s'accumule, hein, suffit que tu prennes 3 dixièmes, 2 dixièmes par tour. Au bout de 10 tours, tu as récupéré 10... Non, je dis combien? 3 dixièmes. Au bout de 10 tours, tu as récupéré 3 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement a frappé tout le monde. C'était hyper impatient, c'était hyper agressif. Il l'a reconnu après, mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là en fait. Pour ça, il prend 5 secondes de pénalité, et honnêtement, c'est une blague, parce qu'on est d'accord qu'il a carrément éliminé son rival de la course. Imaginez le même scénario si Verstappen, par exemple, il est au duel avec Leclerc, il fait un freinage hyper tardif, il tape l'arrière de Leclerc, Leclerc abandonne. Verstappen ne prend que 5 secondes de pénalité. Et il s'en fout puisqu'il a genre 25 secondes d'avance sur tout le monde. Comment vous réagissez? Voilà, c'est une blague. C'est-à-dire que t'imagines, tu peux éliminer ton rival direct pour 5 secondes de pénalité. C'est pas normal. C'est pas normal de pouvoir faire ça genre de manière impunie. De plus, à la fin, il a ses 5 secondes de pénalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il loupe son freinage à la chicane, il coupe la chicane. Bah, la FIA, les stewards ont dit, bon, apparemment, il n'a pas gagné de temps. Ok. 4 tours plus tard, il y a Mick Schumacher à son cul dans le DRS. Il recoupe la chicane. Mais là, cette fois-ci, il loupe pas son freinage. Il fait un genre de fake. Hop, il coupe la chicane. Et du coup, il coupe complètement le DRS.
Donc Mick Schumacher se retrouve direct à genre de 2 secondes de Alonso, d'un seul coup. Il était genre dans le DRS, maintenant il a plus de 2 secondes. Et pour ça, il se prend 5 secondes de pénalité. Je veux dire, c'est un peu le karma, tu vois, parce que depuis l'année dernière, à chaque fois, Alonso disait, ouais, moi je suis resté dans les clous, comment dire, en Autriche, alors que tout le monde est passé au loin. Hop, en Russie, il nous fait le coup de freinétard pour passer au loin dans la partie de l'escape et revenir et gagner des positions. Personne lui dit rien, mais là, le mec coupe la chicane pour essayer de creuser et avoir plus de 5 secondes sur le mec de derrière. Bah, le mec de derrière, c'est Ocon. Donc, ok. Hein, maintenant, le problème, c'est que j'ai pas du tout aimé la consigne d'Alpine, et on en parlera quand on reviendra à Ocon. Donc pour moi, là, finalement, on a enfin le visuel de Alonso. C'est-à-dire, ça te fait miroiter monts et merveilles, ça te dit que ça a le meilleur rythme du monde, que c'est censé avoir 40 points au compteur. Mais derrière, en qualif, il se foire 2 fois, il accuse Sainz de lui faire perdre 5 dixièmes, alors qu'il est genre à aucun moment. Du coup, il fait P11. C'est-à-dire, c'est pas la faute à Ocon. En Australie, s'il est patient, il peut prendre des points. C'est pas la faute à Ocon non plus. Certes, la stratégie ne l'a pas aidé, mais c'est pas parce que la stratégie t'aide pas que tu peux pas être performant et efficient. Là, pour le coup, il part encore dans le top 10, il peut gagner des points. Merde, à la limite, fini derrière Gasly, t'as envie de dire, tu vois, fini derrière Gasly, t'aurais fait quoi, P8, P9, t'aurais pris 2 ou 4 points. Prends-les, quoi. Si c'est pas de la faute des autres, au bout d'un moment. Tu peux pas tout mettre sur la malchance quand t'amènes tout envers la malchance, justement. Donc moi, c'est un 2. C'était le pilote le plus décevant. C'est le pilote qui a perdu le plus, de toute façon, sur ce Grand Prix, avec Gasly, parce qu'il a éliminé Gasly. Du coup, Gasly a tout perdu. Stroll, je lui ai mis un 9. Hyper grosse bataille, ça s'est frité dur. On n'a rien vu pour ceux qui regardent la télé, etc., Skyport et tout. Sky Sport, vous voyez rien. Mais il s'est passé énormément de choses si vous étiez sur les on-board et tout, F1 TV. Donc Stroll, il y a eu énormément de batailles, ça a été dur, même si les commentateurs, parfois, ils étaient à la ramasse en mode oui, Vettel et Alonso sont en train de se tirer la bourre. Non, 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 mec, c'est Alonso, Stroll, Magnussen, Vettel. Il suffit de lire sur le côté gauche. Je veux dire, t'es commentateur, t'es professionnel. Genre, ah là là, Vettel, Vettel, Alonso, Vettel, Alonso. Non, c'est pas Vettel, Alonso, c'est Stroll, c'est Stroll. C'est Stroll, c'est Stroll, il est performant, il est en train d'essayer de rattraper Alonso. Il est dans le DRS d'Alonso. Oui, l'Aston Martin tient le rythme de l'Alpine. Bien joué Stroll, Stroll qu'on profite. Stroll qui finit 12ème, qui profite de la pénalité de Ricciardo pour monter 11ème, qui profite de la pénalité de Alonso pour 0, je crois 102, 100 et quelques, un dixième, et bam, Stroll est dans les points avec son Aston Martin. Un point pour Aston Martin, c'est tout. Voilà. Opportunisme, peut-être, mais il a défendu son bout de gras, comme j'aime le dire. Ça n'a pas été facile. Vous savez que pour les batailles, je récompense les pilotes qui bataillent dur. Et honnêtement, voilà. Il a peut-être fini 12ème, c'est pas glorieux, mais les pénalités, ça influe aussi. Albon, je lui ai mis un 9. Pareil. Il partit un peu avant, mais il est parti en pneu médium pour essayer de prendre l'avantage sur Russell, sauf que Russell en pneu hard, bah, il tenait voilà, Russell en pneu hard avec sa Mercedes tenait le rythme de la Williams en pneu médium. Tu peux rien. Cela dit, il a réussi à doubler Russell une fois, que vous n'avez jamais vu à l'écran, parce que je regardais aussi les on-board. Euh, donc il a réussi à dépasser Russell, il l'a tenu derrière pendant un demi-tour, et après Russell a réussi à le redépasser, donc ça s'est un peu frité, mais vous n'avez rien vu. Mais voilà, moi, je vous le dis, un peu ce qui se passe dans les coulisses du Grand Prix. Donc il a vendu son bout de gras, il partait pas gagnant avec un pneu médium, pourtant il a bien réussi à faire fonctionner sa stratégie, et être opportuniste à la fin, quand il y a eu le crash Vettel-Schumacher, et ben il était là, et encore une fois, c'est pas forcément besoin d'être super flamboyant. Mais il a ramené des points pour Williams, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce qu'on demande à ton pilote, surtout que je comprendrais s'il y avait des points donnés pour les 20 positions, et dans ce cas-là, on mettrait enfin, et pour moi ça devrait être le cas, enfin en valeur la fiabilité, hein, parce que si tu as des points pour les 20 positions, bah, je peux te dire que Latifi serait plus haut dans le classement. Parce que le mec, bah, il aurait juste à finir sa course dernier tout le temps, et avec les abandons, les gens qui se crachent, il prendrait des points. Mais au final, ça serait aussi une stratégie. Hein, pourquoi pas. Mais voilà. Il n'y a pas des points pour tout le monde. On en a pour le top 10. Ce serait cool pour au moins le top 15, mais histoire d'avoir un petit peu plus de fight. Donc Albon, il prend des points. Et là, on va tomber sur une flopée. J'avoue que j'étais, pour diverses raisons, j'ai mis beaucoup de notes similaires.
8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Alors, donc là, je suis parti sur une base de 8,5, vous allez comprendre pourquoi. Ocon, on va en parler après parce que il y a du détail, il y a du drama. Il y a du drama encore chez Alpine, encore dans la communauté espagnole. Bottas, moi j'ai mis un 10 en qualification devant les deux Mercedes, et honnêtement, j'aurais mis un 10 en course s'il finissait juste derrière Perez, parce qu'il aurait chopé ce top 5 avec son Alfa Romeo qui était performante. Bah, c'était incroyable, il aurait fait un week-end parfait pour lui. Il n'aurait pas pu faire mieux que ça. Donc la perfection aurait été pour Bottas. Je peux pas lui mettre 9 parce que finalement, oui, son rythme était super bien. Oui, il avait de l'avance sur la Mercedes d'Hamilton. Il s'est fait un peu bloquer par Russell, du coup Hamilton l'a rattrapé. Il n'a pas réussi à passer. Finalement, il prend la position avec la safety car. Donc oui, la safety car annule un peu tout son avantage qu'il avait fait en termes de rythme de course. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais derrière, il perd les deux positions face aux Mercedes. Donc d'un côté, il prend beaucoup de points quand même. Je peux pas lui mettre 9 parce que pour le 9, il aurait fallu bah, être un peu plus combatif, du moins réussir à gagner un peu plus cette 5ème position. Mais c'est une très bonne course de Bottas, il n'y a rien à dire. Hamilton et Russell, je lui ai mis la même note, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, et je vais vous expliquer les différents arguments pour chacun, parce que c'est pas les mêmes. Hamilton, très bonne course, bon départ, non, pas spécialement bon départ, mais il réussit à récupérer les positions. Et il fait sa course derrière Bottas au final. Il récupère petit à petit, après il perd du temps, il a l'arrêt au stand. Bon, sa stratégie voulait qu'il finisse à peu près top 6, voire peut-être top 5. Il y a la safety car. Malheureusement, avec la safety car, le chanceux du jour, c'est Russell, c'est Ocon et c'est Albon aussi. Donc voilà, ça l'a mis à la merci de Russell. Il peut pas y faire grand-chose. Encore une fois, le même scénario qu'en Australie. Hamilton reste devant Perez super longtemps, et boum, il y a la safety car, ça met Russell devant Hamilton. Hamilton peut rien faire. Là, c'est le même système. Hamilton, il avait ses vieux pneus. Russell, il est derrière en pneus frais, en pneus médium. Bon, bah, en rebelote, hein, Abu Dhabi 2021 face à Verstappen, c'est la même chose. Donc tu sais que Russell va passer, tu sais qu'Hamilton ne peut pas défendre. Pourtant, il a défendu. Il a perdu sa position face à Russell sur un dépassement hasardeux. Il a récupéré sa position parce que Russell lui a rendu, puis Russell l'a redépassé, histoire d'être fair play. Ça s'est bataillé dur chez Mercedes. Mais voilà, Hamilton a fait une bonne course, hein. Je vous dis que pour moi, un 8, c'est faire le taf et mettre sa voiture où elle mérite d'être. En l'occurrence, avec les petites batailles et finalement le fait de passer devant Bottas, bah voilà, Hamilton a fait une bonne course. Pour Russell, pour sa part, c'est clair qu'il part de plus loin. Mais il part de plus loin avec une Mercedes, hein. Il suffit de voir qu'il a la même stratégie à l'identique d'Ocon, mais il a juste à faire une gestion pneumatique de ses pneus durs, ce qu'il réalise bien, ce que Ocon réalise bien, mais il est carrément plus rapide avec ses Mercedes, hein. Donc ils ont la même stratégie à l'identique. Ocon ne fait pas spécialement de dépassement parce que le but c'est de gérer ses pneus, ce que les gens ont du mal à réaliser en termes de stratégie en Formule 1. Et bah, il a genre 23 secondes d'avance au moment de s'arrêter au stand sur Ocon, avec une stratégie identique. Donc on peut pas dire, waouh, la folie, il est remonté P5 encore une fois, et félicitations encore une fois pour le P5. Il a été chanceux parce que bah, du coup, voilà, encore une fois, la safety car lui donne toutes ses positions acquises, il peut mettre des pneus frais, les pneus frais lui permettent de dépasser Hamilton, ils lui permettent de dépasser Bottas, il reprend un top 5, la chance et la souris, mais il fallait faire le taf, il fallait gérer ses pneus, il fallait réaliser sa bonne course, et Russell a fait une très bonne course aussi. Mais il a mis du coup il a mis sa Mercedes là où elle devait être, et c'est très bien, parce que la Mercedes avec l'Alfa Romeo, ce sont les troisièmes plus rapides. Les stats, pour les données, pour ceux qui veulent, la Mercedes était plus rapide que l'Alfa Romeo de 0,09%, voilà, en termes de rythme de course. Donc autant vous dire que c'est voilà, là actuellement, il va falloir une grosse amélioration d'ailleurs pour Mercedes, parce que l'amélioration d'Alfa Romeo, si elle est bonne, bah, Alfa Romeo peut devenir clairement la troisième force de la grille. Donc attention, si Mercedes se plante à Barcelone, Alfa Romeo amène un très gros package d'amélioration à Barcelone. S'il gagne une demi-seconde, c'est fini, hein. Mercedes n'a plus la troisième place. Donc à voir, attention pour eux. Pérez, je lui ai mis donc un 8,5. Bah, il fait le taf, il a des problèmes pour sa voiture. Il revenait clairement en termes de rythme de course sur Sainz.
Il aurait dû gagner, je pense, des positions au vu de sa Red Bull. Ils auraient peut-être même pu faire un 1-2 s'il n'avait pas eu ces problèmes moteurs qui ont fait perdre énormément de temps, hein. Il perdait plus de 3 secondes en ligne droite. Bon, honnêtement, c'est comme ça. Apparemment, c'est estimé à une perte de 37 chevaux sur son moteur. Il fait un petit peu mal. Mais ça reste une bonne course. Au final, il prend les points, il est quatrième. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, hein? Maintenant, pour finir avec Leclerc et Sainz. Donc Leclerc, ben, 8,5, il est en pole position. Finalement, il perd sa pole position, il finit deuxième. Sainz, pareil, hein, je vous ai dit 8, c'est pour moi faire le taf, mettre sa voiture où elle mérite d'être. Je pense pas honnêtement que les Ferrari méritaient la première ou la deuxième position aujourd'hui. Elles méritaient clairement à partir de la 3 et la 4. Heureusement pour eux, Perez a eu ses problèmes, donc il a fait ce qu'il a pu avec sa voiture. C'est jamais facile à gérer. Donc honnêtement, bah voilà, Sainz a fait le taf, il a mis sa Ferrari troisième. Et Leclerc a fait un peu mieux parce qu'il l'a mis deuxième. Et pour finir, malgré que je ne sois pas du tout un fanboy Verstappen, parce que je déteste Verstappen, eh ben il est extrêmement bon cette année, hein. Merde, il a gagné grave en maturité sur sa conduite, ça fait plaisir à voir, même pour quelqu'un qui le porte pas dans son cœur comme moi. Donc 9,5. 9,5 pourquoi? Bah, il part troisième, très peu de temps d'adaptation au niveau de ses essais libres, avec beaucoup de problèmes sur la voiture, donc moins de temps de roulage que la plupart des pilotes. Il part troisième, il prend un excellent départ, il double Sainz dès le début, le rythme de course impeccable, il double Leclerc, pas de problème. Relance de la safety car, jamais inquiété, jamais à un moment Leclerc peut lui mettre la pression suffisante. Il a géré cette course, c'est quasiment la perfection, c'est pas 10, c'est pas flamboyant parce qu'il n'y a pas eu des sacrées batailles dont il est sorti vainqueur. Il y en a eu une, il l'a gagnée, voilà, terminé, et après il a géré, c'est un 9,5. Maintenant pour finir sur le drama Ocon, je vais passer sa note à 9 et je vais vous expliquer pourquoi. Comme Albon, comme Stroll. Il s'est pris un crash 51G. Alors 51G, c'est autant que le crash de Verstappen à Silverstone l'année dernière, pour ceux qui ont suivi la Formule 1. C'est pas parce que vous êtes à vitesse réduite que les G, c'est pas important. Les G, voilà, ça fait extrêmement mal. Ocon, il fait genre 66 kg pour 1m85. Au niveau de l'impact qu'il a pris, c'est comme si son corps faisait 3 tonnes 3. Voilà, c'est pour ceux qui aiment les calculs, ça a été dévoilé dans les médias, ça a été dévoilé par Alpine. Ouais, donc c'est comme si que ces 66 kilos étaient projetés contre un mur, comme s'il faisait 3 tonnes 3. Le châssis explosé, les suspensions explosées, son baquet éclaté en morceaux, là où il est assis, hein, le mec, son baquet qui l'entoure, qui est genre voilà le dernier renfort, éclaté en morceaux, obligé d'en prendre un autre. Ça a mis énormément de temps à ramener la bagnole, les mécaniciens se sont plus, ils n'ont pas pu la réparer pour les qualifs, malheureusement, parce que à Miami, ils sont vachement longs pour ramener les voitures. Donc au final, avec tout ce temps perdu, il se prend 51G. Il a quand même dit que c'était la course la plus dure qu'il a fait dans sa vie. Non pas parce que voilà, de dernier à 8ème, c'est excellent, mais c'est surtout que il était complètement cassé en fait. Il avait, je rappelle, avec Sainz avait des mal au cervical pour son crash de vendredi. Donc le vendredi, quand il s'est crashé, il avait encore mal au cervical le dimanche durant la course. Ocon, mal au cervical, mal au dos complètement. Il avait comment dire, des hématomes. Il avait carrément des hématomes sur les pieds, des gros bleus. Enfin, il était dans un état pas possible qu'on ne nous montre pas, honnêtement. Et donc, je lui mets un demi-point de courage d'avoir pris le volant dans son état. Parce que c'est clairement pas facile. Et en plus de ça, ce que j'aurais mis à n'importe quel pilote, hein, bien évidemment, un pilote qui se crache, qui prend quand même le volant et tout, je dis respect. Parce que, merde, t'imagines à quel point ils doivent appuyer fort sur les pédales de frein, d'accélérateur, etc. T'imagines de faire ça avec des hématomes sur tes pieds, à quel point ça doit être la souffrance. Au final, il a fait une course à la Ocon. C'est-à-dire que c'est pas flamboyant, tu le vois pas, il fait pas de bruit, il reste là. Il fait un dépassement sur Latifi au début, tranquille, il gère ses pneumatiques pour pas perdre trop de temps. Devant, il les laisse se battre. Devant, c'est Russell, de toute façon. Hein, Russell, Albon, il peut pas les attaquer. Albon est en médium. Russell est sur la même stratégie. Donc, il suit, il laisse un peu de distance, il gère ses pneus à l'air frais. Et puis, quand il faut, il récupère des positions jusqu'à espérer une safety car. Quand on lui demande à Russell de s'arrêter au stand, il dit oh, on n'a qu'à continuer, on verra bien. Quand on dit de s'arrêter au stand à Ocon, il dit non, ça sert à rien.
parce que sinon il ressort derrière Ricciardo et Latifi, donc aucun intérêt. Donc il dit non, je veux continuer. Donc Russell et Ocon continuent. C'est voilà, une prise de risque de faire durer les pneus hard aussi longtemps, avec un rythme assez incroyable, hein, pour vous dire, avec les pneus d'Ocon de 35 à 40 tours on va dire de durée de vie. Il avait le même rythme qu'Alonso qui avait 15 à 20 tours sur ses pneus. Je faudrait que je reprenne les images aussi pour vous, parce que voilà. Mais donc voilà, avec des pneus âgés de 35-40 tours, avoir le même rythme que Alonso qui lui avait des pneus de 15-20 tours, en plus les deux étaient à l'air libre, donc pouvaient gérer leur rythme, c'était bon, c'était très bon, mais bien sûr tout ça on nous parle pas assez de données. La Formule 1 aujourd'hui en 2022 c'est du spectaculaire, c'est du crash, c'est du truc, c'est des publics, c'est des célébrités. On nous montre David Beckham, on s'en bat les couilles. Montrez-nous Magnussen Stroll, je veux dire. Voilà, on nous montre plein de trucs, c'est du drama et tout. Et alors que le gars fait ses courses, il demande rien à personne, ça devait être compliqué. Et le drama réside sur cette radio de fin, où quand je l'ai entendu, moi, parce que je suis toujours en on-board sur les deux pilotes alpines, puisque je suis sur Porter Alpine, quand j'entends ça, I'm getting overtaken if I back off. I'm getting overtaken if I back off. It's not possible, guys. I tell you, I can do the best effort, but this is not possible. Voilà, donc ça a été sorti de son contexte par la communauté espagnole en disant que ben voilà, Ocon s'est fait insulter encore une fois de tous les noms, parce que Alonso s'est pris 5 secondes de pénalité, et que sur ces 5 secondes de pénalité, bien évidemment, Alpine a fait un truc dégueulasse, demander à un pilote de Formule 1 de ralentir. Ce qui est un peu le contexte de leur vie, un petit peu, d'aller le plus vite possible. Donc, pour vous mettre en relation, c'est exactement ce qu'a demandé Red Bull à Sergio Perez à Abu Dhabi l'année dernière. Back Hamilton up, back Hamilton up, back Hamilton up. C'est-à-dire que Perez pilotait le plus lentement possible dans les secteurs lents pour ralentir Hamilton de plus d'une dizaine de secondes pour faire revenir Verstappen au duel. Voilà, c'est dégueulasse en fait. C'est anti-sportif, etc. Et donc Alpine, dans leur intérêt d'écurie, je comprends, ils ont dit de tenir Albon à l'écart, de le ralentir exprès pour qu'il y ait une distance de plus de 5 secondes entre Alonso et Ocon, pour que Alonso garde ses points en fait, garde sa position sans perdre. Donc Ocon a répondu non, bah, je peux pas, si je fais ça, je vais me faire dépasser. Et en fait, ben voilà, les Espagnols ont juste pris ça, et c'est tout. Si vous faites, je vous invite à voir la vidéo, vous pouvez la voir avec le titre ici. Si vous voyez qu'on est à 20% de la vidéo, il reste encore de la vidéo. En fait, si vous continuez à écouter cette vidéo, eh bien, on voit Ocon qui fait « Ok, dans ce cas-là, quel est le gap avec Alonso? Quel est le gap avec Albon? 2 secondes 5, 2 secondes 5. Et là, Alonso s'est mis à couper la chicane pour prendre plus de temps, etc. Donc, tu te retrouves avec un peu ce sentiment de « c'est dégueulasse de demander ça à Ocon », mais le mec a finalement accepté. C'est-à-dire qu'il dit « Ok, vous me tenez au courant », et constamment, il demande... il dit tiens, Alonso il est en train de s'échapper là, Albon j'ai l'impression qu'il a ralenti, quelle est la distance? 6 secondes, 6 secondes, ok, est-ce que vous avez besoin que je ralentisse ou pas? Tenez-moi au courant, je le ferai dans le dernier tour, etc. Ouais, donc il accepte, si tu veux, en plus il accepte la consigne pour au cas où aider Alonso, et au final, Alonso il a plus de 5 secondes 5 dans le dernier tour, donc ils disent vas-y, push le plus rapidement possible, donc sur le dernier tour, Ocon revient sur Alonso. Et du coup, avec l'échange des 5 secondes, c'est Ocon qui récupère la place d'Alonso, et Alonso reste dans les points. Sauf qu'il prend la pénalité parce qu'il a coupé la chicane. Et voilà. En fait, c'est un peu moche parce que dans l'entrefaite, Mick Schumacher avait le DRS sur Alonso. Et parce que Alonso coupe la chicane,
Mick Schumacher perd le DRS sur Alonso. Du coup, comme il perd le DRS sur Alonso, Ocon a le DRS sur Mick Schumacher. Donc Ocon va tenter de dépasser Mick Schumacher sur l'extérieur. Mick Schumacher se foire au freinage avec un freinage très tardif et ils emportent les deux très très loin. Et donc Vettel, il en profite pour passer. La suite, vous la connaissez. Mick Schumacher le rattrape. Les trois sont au coude à coude. Il tente, boum, il se crache dans Vettel. Du coup, Ocon récupère les deux positions. Ouais, l'accident, c'est pareil. Ça se produit à cause de ça. Et je comprends qu'Ocon, quand il récupère cette position, dans l'état qu'il est, avec les hématomes, avec la chaleur du truc, il te dit, non, je peux pas faire ça, sinon je vais perdre ma position. La Williams, on connaît. Vous avez vu Albon, à Imola. Genre, le mec a dépassé Hamilton, le mec a dépassé Gasly en vitesse de pointe, c'était le numéro 1, et il avait suffisamment de vitesse de pointe pour les retenir tous les deux derrière, alors qu'ils avaient le DRS. Et lui, il n'avait de DRS sur personne. Mais pourtant, il les a retenus. On connaît la vitesse de pointe de la Williams, c'était hyper dangereux. Au niveau des pneumatiques, on a vu des mecs s'arrêter avec les pneus médiums au bout de 13, 14, 15 tours. Ocon devait faire 14 tours au total, 11 en termes de course à fond et 3 sous safety car, avec des pneus soft, donc les plus tendres. Donc en fait, au moment où il aurait fallu ralentir tout le monde, c'est le moment où il aurait été le plus vulnérable parce qu'il y aurait sûrement eu un petit drop sur ses pneumatiques au point d'être vulnérable à Albon. Et Albon, croyez-le, que dans sa Williams, lui, il n'a rien à perdre. De toute façon, ils sont hors des points. Donc s'il peut prendre des points, il aurait tenté largement. Donc demander à un pilote de la part d'Alpine de se sacrifier... Enfin, c'est même pas oui, c'est littéralement un sacrifice, parce que ça n'a rien à voir avec la Hongrie ou autre. C'est carrément demander à un pilote de ralentir pour bloquer un autre pilote. C'est dégueulasse, honnêtement. Au final, en plus, ça ne servait à rien, puisque Alonso finit hors des points, du coup. Ah là là, le drama. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Encore une fois, moi, en tant que supporter d'Alpine, ça me débecte. Hein. Ça me débecte parce que Alonso arrête pas de faire la chouineuse en mode je suis malchanceux, je devrais avoir 25 points, etc. Mec, chaque fois que t'as l'occasion de marquer des points, il le fait pas. Et Miami en fait encore la preuve exacte. C'est erratique, c'est agressif, c'est pas contrôlé en fait. C'est hyper impulsif, ça manque carrément de contrôle. On a l'impression que ça fait 2 ans qu'il est en Formule 1, Alonso pour le coup, qu'il a jamais conduit avant et qu'il est même pas 2 fois champion du monde. Il a un taux d'expérience incroyable dans cette discipline. Et là, t'as l'impression qu'il s'est jeté à l'intérieur comme un mec désespéré qui voulait un point pour Williams l'année dernière. C'est dingue. Parfois, faut peut-être pas être flamboyant, mais faut peut-être ramener 2 ou 4 points, tu vois. Et au final, il le fait pas, c'est Ocon qui le fait à sa place. Et ça, c'est assez honteux. Donc, voilà. Donc, meilleur pilote, pour moi, meilleur pilote du jour, Verstappen, qui a fait le taf et qui va chercher cette victoire. On a les notes du Grand Prix de toute façon. Je peux vous les montrer pour finir cette vidéo. Bottas qui a fait une très bonne prestation aussi. Sur le week-end complet, donc qualification et course, Bottas a été incroyable. Verstappen, Stroll, qui a fait un super week-end pour marquer des points. Alors qu'en plus de sa qualification, je vous rappelle qu'il est reparti des stands. Il est parti des stands, le gars. Et il a inscrit des points. Ah merde, il faut qu'Alonso il parte en 2e position pour être sûr d'inscrire des points en 8e place, ou comment ça se passe? Moi, ça me saoule. Merde, je suis supporter, mais au bout d'un moment, là, faut se sortir les doigts. Leclerc qui a été bon, Hamilton qui a été bon, Sainz, Perez, Gasly, donc tout cela ont fait un bon week-end. Un peu moyen Russell à cause des qualifs, Albon à cause des qualifs aussi, qui n'a pas été dans le coup, mais qui s'est bien rattrapé en course. Vettel, Norris, Tsunoda. Alonso, qui n'a pas fait un bon week-end du coup, il a loupé la Q3 et en course il fait de la merde. Ocon 9, mais ça devrait être 9 x 2, hein, puisque il n'a pas participé au qualif, donc vous fiez pas à ça, c'est plus un 18 qu'un 9. Les As, qui sont complètement passés à côté de leur week-end, qui non seulement inscrivent pas de points, mais en plus font des dégâts sur la voiture, s'accrochent avec les Aston Martin et brisent des ailerons avant et tout, ça va coûter encore super cher. Latifi qui est le nulle part, et Ricciardo, malheureusement, voilà. Pour Guan Yu, c'est pareil, il faudrait plutôt un 12, encore un week-end moyen pour Guan Yu, juste au-dessus de la moyenne, parce que il a du mal à s'en sortir, et la fiabilité ne l'aide pas. Donc ça, c'est pour le Grand Prix. Au final, au niveau de la moyenne, par rapport à la saison, on a donc Verstappen. Ah ouais, malgré que je l'aime pas, il est premier. Hein. Verstappen, Leclerc qui font un début de saison incroyable.
Derrière... Oh là, j'ai fait de la merde, là. Derrière, on a, du coup, Bottas, Norris, Perez, Ocon. Et je pense que les points du classement général, de toute façon, reflètent ça. Norris a les top points pour McLaren. Bottas a les top points pour Alfa Romeo. Ricciardo est nulle part. Zhou est nulle part. Et puis, Ocon a les top points pour Alpine. Alonso, il est pas nulle part, mais il n'arrive pas à convertir, malheureusement. Donc là, pareil, un début excellent pour tous ces pilotes. Après, un petit peu pareil pour Albon, qui s'est juste foiré au Grand Prix précédent. C'était le Grand Prix d'Imola. Imola, ça n'a pas été son Grand Prix à Albon, malheureusement. C'était Imola ou c'était l'Australie? Je sais plus. Non, je crois que c'est Imola. Les qualifs, à chaque fois, bon, il essaye de faire ce qu'il peut, mais c'est difficile. Albon, très bon cette année. Derrière les deux Mercedes, pour moi, Hamilton a été un peu meilleur sur l'ensemble des 5 Grands Prix. Que ce soit à Bahreïn, faut pas oublier, très excellent. Russell a été plus chanceux sur la safety car d'Australie, plus chanceux sur la safety car de Miami, mais je suis quand même vraiment impressionné à quel point ils sont au coude à coude tous les deux. Alors c'est vrai que le classement général reflète pas, mais c'est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'ils font des bonnes performances et à côté, bah, ils se foirent un peu sur des trucs bizarres. Donc ouais, bah, les deux pilotes Mercedes au coude à coude, ça va être un sacré duel cette année à suivre, honnêtement. Gasly qui fait des très bonnes performances pour AlphaTauri. Un peu en dessous, du coup, on a Alonso qui fait de l'excellent et du caca. Pour l'instant, il est inconstant. Alonso, ça craint. Il y a du potentiel, mais si tu te craches tout le temps ou si tu es tout le temps à côté, ça va pas. Stroll, Magnussen, Sainz, qui pourrait faire mieux avec Ferrari. Guan Yu Zhu, Tsunoda, Vettel, Ricciardo, Schumacher et Latifi. La palme pour Schumacher et Latifi. Latifi en termes de performance, Schumacher en termes de contre-performance. C'est vraiment l'un des pilotes qui a l'une des voitures pour inscrire des points et tout, et qui... Qu'est-ce qu'il se crache tout le temps avec tout le monde? Je me souviens même pas d'un GP où il a pas touché quelqu'un, s'est craché ou quoi que ce soit, faudrait que je remonte. Imola, mais non, Imola, il s'est craché avec Alonso. L'Australie, qu'est-ce qu'il a fait? L'Australie, c'était pas terrible. Si, il a fait un bon Grand Prix de Jeddah, quand même. Non, je dis con, je regarde Magnussen. Non, Jeddah, il s'est foiré. Il a fait un Grand Prix potable à Bahreïn. Ouais, non, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas un bon début de saison pour Schumacher, et bah, les gens commencent à en parler, mine de rien. Honnêtement, bah, le classement... Bon, alors, parce que c'est comme ça serait peut-être plus... Comme ça serait peut-être plus juste, même s'ils ont tous la même moyenne générale. Euh, Ouais, franchement, quand je regarde ça, il n'y a pas grand-chose que je pourrais modifier. Ça représente plutôt bien les performances générales. Également, ça reflète aussi les classements au point. Les deux Mercedes qui se tirent la bourre. Albon, excellent. Là, on a beaucoup de points inscrits. Beaucoup d'opportunisme de récupérer des points, surtout. Norris a récupéré énormément de points, ainsi que Bottas et Ocon quand il fallait. Donc, très très bien. Et après, bah voilà, après, faut être mieux, hein. On pourra voir la moyenne à la fin de chaque vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Voilà pour la notation. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Grand Prix. Ce sera la semaine prochaine. Il s'agit du Grand Prix de Barcelone. Nous serons à domicile sur Alonso. Il y a déjà des commentaires de haine pour Ocon qui dit vous t'inquiète pas, mec, quand t'arrives en Espagne, on va bien t'accueillir. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. J'espère qu'il n'y aura pas un fan hystérique qui serait violent ou des lancers de je sais pas quoi et qu'il y a un drame. Parce que là, franchement, ça serait horrible. Donc voilà, on espère pour la sécurité des pilotes plutôt que de leur arracher leur piercing au téton, qui surveille un petit peu plus tout ça et les déferlements de haine contre des pilotes. Voilà. Russell aussi, je suis impressionné pour ce début de saison. Non pas qui... C'est pas les top 5 qui m'impressionnent, parce qu'il y en a qui ont été plus chanceux que d'autres. Il y en a 2 fois, là, à Miami et en Australie, il aurait dû finir derrière Hamilton. Mais finalement, les faits de course font qu'il passe devant. Mais c'est surtout à quel point, ouais, c'est proche c'est similaire à Hamilton en termes de performance dans cette voiture. Hamilton a fait des bonnes performances. Pour l'instant, ça lui sourit pas. Donc, à voir. À la fin de l'année, à quel point ça pourrait être vraiment intéressant. Il leur faut pas grand chose, hein.
Genre 2 abandons et tout de suite, il peut y avoir genre 30 points de différence qui se reflèteraient pas forcément dans la performance. Cette année, c'est assez difficile. C'est mieux de prendre 15 points d'un coup et marquer 0 pendant les 5 Grands Prix que de marquer 1 point pendant 5 Grands Prix, quoi. Ouais, cette année, ça récompense un petit peu plus l'exploit, si possible, avec les problèmes d'abandon. Tchuss, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye bye.